Il y a 100 ans, le roi des démons, W.O. Sun, a mené une armée de monstres pour attaquer le royaume des dieux. Le dieu de la guerre, Shutian, qui est le gardien du temple de l'Ouest, se bat seul contre toute l'armée de démons et leur botte les fesses. Mais alors que les choses commencent à bien se passer pour les dieux, le démon céleste trahit Shutian et le poignarde dans le dos. Son esprit se brise en 72 morceaux et se disperse dans le monde des mortels. Les démons prennent le contrôle de la guerre. En conséquence, le dieu Shijia décide de sceller les dieux et les démons dans le royaume du vide en utilisant tout son pouvoir. Les dieux perdent ainsi leur protection bouddhiste, ce qui perturbe les 6 royaumes et fait souffrir les gens. Pour y remédier, ils ont besoin du pouvoir de Shutian pour briser le sceau et sauver les dieux, ramenant ainsi le bouddhisme. Dans le présent, dans un désert, une petite maison tremble sous l'effet des vents violents. À l'intérieur, il y a 2 frères, Zen et Kakan. Zen, l'aîné, dit à Kakan de se taire car leur père les protégera. Le vent s'intensifie et Zen met son frère, qui pèse trop lourd, dans un panier. Il se précipite hors de la cabane juste avant qu'elle ne s'écroule à cause d'un glissement de terrain. Dehors, nous voyons leur père avec un bâton qui combat un démon armé d'une chaîne et d'un gros rocher. Ils s'affrontent durement, mais le démon frappe l'homme, l'envoyant voler contre un rocher. Zen arrive avec ses 2 pathétiques épées en bois pour aider son père. Mais le démon tente de le frapper. Le père réagit rapidement et bloque l'attaque du démon avec son bâton. Il gronde son stupide fil pour ne pas être allé à la grotte, comme il était censé le faire, et utilise habilement son bâton pour jeter ses 2 garçons en sécurité sur une montagne voisine. Le père continue de combattre le démon, transformant son bâton en nunchaku et en entourant le bras du démon. Il déséquilibre le démon, lui donne un coup de genou au visage et tente de l'étrangler avec les chaînes. Le démon est fort et se libère, envoyant les chaînes brisées dans les airs. Le père donne des coups de pied aux morceaux de son arme brisée et les transforme en projectiles. Il entoure le démon de ses éclats et récite un mantra pour sceller le démon. Une mystérieuse énergie électrique sort des morceaux de l'arme brisée et enserre les bras et le cou du démon. Ensuite, les montagnes qui les entourent se transforment en doigts géants et emprisonnent le démon sous un amas de rochers. Après toute cette action, le père retrouve ses enfants inutiles. Il leur dit qu'ils doivent s'enfuir car le sceau ne peut garder le démon enfermé que pour un temps. Zen est confus, alors son père lui explique que le démon auquel ils ont affaire s'appelle Azura et qu'il s'en prend aux chasseurs de démons. Ils se rendent à un endroit qui ressemble à un arbre géant dont les branches dessinent des chemins. Son père saute en bas et leur dit de le suivre. Lorsqu'ils arrivent dans une grotte bizarre qui ressemble à un temple souterrain, son père ouvre un seau spécial et une porte s'ouvre. Ensuite, des racines se déplacent et il trouve 2 épées plantées dans un monument. Le père demande à Zen de tenir l'une des épées pendant que le père tient l'autre, et lorsqu'il les touche tous les 2, les épées deviennent brillantes et dorées. Il retire les épées et une petite boîte dorée sort du sol. Le père dit que cette boîte est très importante. Il explique qu'elle est destinée à son petit frère inutile lorsqu'il sera grand, et que Zen doit donc la lui donner à ce moment-là. Son père lui donne alors l'autre épée et lui dit que ce sont des épées spéciales de chasseurs de démons qui ont été transmises de génération en génération. Zen a l'impression qu'il ne la mérite pas encore. Son père lui dit qu'il n'est encore qu'une ordure, mais qu'il apprend à manier les épées depuis qu'il est tout petit. S'il ne devient pas un grand chasseur de démons, son père le battra dans l'au-delà. Soudain, il y a une grande secousse, et ils comprennent que le démon s'est libéré de son sceau. Les perdants s'engouffrent dans un tunnel où des symboles s'allument sur les murs. Leur père dit que ces symboles sont comme des boucliers magiques qui empêchent les démons d'entrer. Ils arrivent à un pont qui enjambe un lac de lave, et leur père leur dit que c'est la maison des esprits pour les chasseurs de démons. Zen demande si ces barrières peuvent arrêter le démon Azura, mais son père lui répond qu'elles ne peuvent pas l'arrêter, qu'elles ne font que le piéger. Zen est un peu confus, mais le démon traverse le plafond et frappe son père au sol. Ce dernier utilise sa magie et projette des lueurs sur le démon, ce qui le distrait. Il lance un autre sort qui emprisonne le démon dans une sphère de lumière, et celui-ci tombe dans la lave. Les enfants ont peur pour leur père, mais lorsque la fumée se dissipe, il va bien. Ils entendent une cloche et la main d'une femme traverse la poitrine de leur père, ce qui les effraie vraiment. Le père se demande comment le démon a pu franchir la barrière, et la dame lui dit qu'elle était déjà là, mais qu'il ne pouvait pas la voir. Il tombe à genoux à cause de sa blessure. Lorsqu'il voit ses enfants pathétiques, il décide de les sauver avec ses dernières forces. Il dit à Zen de protéger son frère et lance un grand sort. Il crée un léger bouclier autour des enfants. La démone ne veut pas qu'ils s'enfuient, alors elle attaque le bouclier et égratigne la joue de Zen, mais elle ne peut pas les blesser, et le sort les téléporte en lieu sûr. Leur père est heureux de les avoir sauvés et leur demande de sauver le monde. Quelques années plus tard, nous retrouvons Zen sur une branche d'arbre, attendant Kakan, qui essaie d'enfiler un costume de lézard. Pendant ce temps, 2 personnes, un vieil homme effrayé et un jeune moine, se rendent dans une maison hantée. Le vieil homme demande au moine de l'aider à se débarrasser d'un démon dans la maison.
Le moine saupoudre une poudre magique bizarre et voit des empreintes de lézard sur le mur. Il comprend qu'il s'agit d'un très vieux démon gecko et dit au vieil homme de s'enfuir. Mais lorsqu'il tente d'exorciser le démon, une voix dans l'ombre se met à rire et lui demande pourquoi il fait semblant. Le moine ne se laisse pas faire et commence à psalmodier et à lancer ses chapelets sur le démon. Le gecko démoniaque apparaît et le moine le décapite accidentellement avec son bâton, ce qui n'était pas censé se produire. Le lézard sans tête commence à parler, ce qui fait paniquer le moine pathétique. Il recule et tombe sur Zen, qui l'assomme d'un coup de poing. Lorsque le moine stupide se réveille, il trouve les deux frères debout devant lui, et il est attaché à un pilier. Il lui montre le costume de lézard et l'homme essaie de se montrer reconnaissant pour leur victoire sur le démon. Mais N l'avertit qu'il doit dire la vérité sous peine d'en subir les conséquences. Le moine avoue qu'il a fait semblant d'être un chasseur de démons et qu'il s'est associé au démon lézard pour gagner beaucoup d'argent. Ils ont piégé les habitants du village, fait de faux exorcismes et partagé l'argent. Après cette confession, il explique que toute son escroquerie repose sur l'apparence. Il dit qu'il est tellement beau que les gens croiraient tout ce qu'il dit. Ils le croiraient même s'il prétendait être Bouddha. Mais N sera considéré comme un bandit pathétique et non comme un chasseur de démons. Zen n'aime pas cette remarque et lui fait ravaler ses paroles. Plus tard, nous voyons le moine portant le costume de lézard, avec une queue de reptile appartenant au gecko démoniaque, se tortiller sur le sol. Le matin, les frères organisent une cérémonie spéciale pour faire de Kakan un homme, puisqu'il a atteint l'âge de 14 ans. Zen le saupoudre de poudre d'or et active des talismans pour donner à Kakan le pouvoir de combattre le mal, faisant officiellement de lui un chasseur de démons. Zen demande à Kakan comment il se sent, mais celui-ci lui répond qu'il ne se sent pas digne de ce titre et de ce pouvoir. Son frère l'encourage et lui donne la boîte que son père a laissée. Kakan l'ouvre et trouve une petite tige de métal avec des gravures au bout. Mais elle ne sait pas non plus à quoi elle sert, seulement que leur père a dit que c'était le destin de Kakan. Kakan apprécie tout de même ce cadeau de leur père. Tout à coup, un vieil homme arrive en courant, ayant désespérément besoin de chasseurs de démons. Il dit que sa ville a des problèmes parce qu'il y a une brume bizarre qui fait disparaître les gens. Les habitants pensent que c'est un chat démoniaque qui est à l'origine du problème, et il a un sac de pièces pour les supplier de l'aider. Lorsque Kakan demande à Zen s'il devrait accepter le travail, Zen pense qu'il s'agit peut-être d'un autre piège. De plus, ils n'ont pas encore réglé les détails importants de la cérémonie de passage à l'âge adulte de Kakan, comme lui trouver un maître pour lui apprendre à devenir un homme. Alors qu'il s'éloigne, Zen heurte le vieil homme et le sac de pièces se renverse, faisant rouler une petite cloche. Zen se souvient que la dame démon qui a supprimé leur père avait cette cloche. Zen saisit le bras du vieil homme et lui demande d'où vient la cloche. Il se dirige ensuite vers le village, et à l'entrée, il y a un épais brouillard. Le vieil homme dit que les gens qui y entrent disparaissent, mais les frères s'en moquent et entrent quand même. Plus ils s'enfoncent, plus ils ont du mal à voir à cause du brouillard. Kakan se plaint, mais N dit que cela signifie qu'ils sont proches de leur cible. Mais il se retourne et Kakan n'est plus là. Une voix de fille demande à Zen qui il cherche. Il lui demande de révéler l'origine de la cloche et lui promet de ne pas lui faire de mal si elle quitte la ville. Mais au lieu de cela, elle l'attaque comme une folle, et il esquive tout. Elle se révèle être un démon félin et tente de le griffer, ce qui lui vaut d'avoir le dos tourné. Zen devient sérieux et lance une attaque tournoyante qui dissipe le brouillard et l'assomme. Elle est effrayée et dit qu'elle ne faisait que chasser pour se nourrir, et que les personnes disparues se sont perdues, pas blessées. Après avoir essayé de tromper Zen en le séduisant, Zen demande à la démone si elle sait d'où vient la cloche. Elle prétend l'avoir trouvée par hasard et n'a aucune idée de son origine. Zen décide de la laisser partir, mais elle profite de sa gentillesse et lance une attaque surprise par derrière. Cependant, Zen voit clair dans son plan et lui assène un coup d'épée. La fille démon commence à disparaître et prévient N que son frère la vengera en tuant Kakan, ce qui inquiète Zen. De son côté, Kakan affronte un démon chamal qui l'envoie voler avec une attaque. Le démon est déçu, pensant que les chasseurs de démons seraient plus forts, mais au lieu de cela, il ne trouve qu'un enfant stupide et faible. Kakan devient furieux en entendant cela et saisit un bâton pour défier le démon. Zen observe la scène depuis un château d'eau, considérant qu'il s'agit du dernier test de Kakan avant d'obtenir son diplôme. Le démon chat lance plusieurs attaques, mais Kakan les bloque avec son bâton improvisé. Le démon lui dit qu'il est inutile de se battre car sa sœur a probablement supprimé Zen. Kakan sait que son frère est aussi un perdant, mais il ne se laisse pas abattre. Il réussit à porter quelques attaques au démon, ce qui le met en colère. Le démon augmente sa vitesse, donne quelques coups et brise le bâton de Kakan. Zen s'apprête à intervenir, mais Kakan remarque l'objet inutile que son père lui a donné. Il brille, s'allonge et se transforme en bâton d'or, réveillant ses véritables pouvoirs. Il s'en sert comme d'une lance pour empaler le démon. Le bâton émet une onde magique dans tout l'univers, attirant l'attention de plusieurs personnes connaissant la légende du dieu de la guerre.
Le démon chat est toujours en vie, même s'il a été gravement blessé. Kakan est également blessé, mais il est inconscient et ne sait pas ce qui se passe. Le démon chat a peur que Kakan lui fasse du mal quand il se réveillera, alors il essaie d'arracher le bâton de sa poitrine. C'est alors que Zen arrive pour l'aider. Zen a sorti ses épées et veut savoir d'où vient la cloche. Le démon chat ne veut pas le dire, alors Zen le menace de le blesser s'il ne dit rien. Zen fait sonner un peu la cloche, ce qui effraie le démon chat. Soudain, le démon chat se met à parler et dit qu'une dame démon lui a donné la cloche. Elle lui a dit que lorsque la cloche sonnait, 2 frères apparaissaient. Lorsque le démon chat entend à nouveau le son de la cloche, il entre en transe. Zen en profite pour demander au démon chat qui est la dame démoniaque, mais le démon chat répond que les démons ne peuvent pas connaître son identité. Le démon chat dit qu'on lui a demandé de supprimer les chasseurs de démons et de récupérer les fragments d'esprit. Lorsque le démon chat finit de dire la vérité, la cloche devient folle et vole dans sa bouche, ce qui le fait exploser. Zen tente de protéger Kakan de l'explosion. Pendant ce temps, 2 célestes observent la scène depuis un écran. Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune fille. La jeune fille transforme immédiatement son bras en canon, et ils se téléportent depuis leur énorme vaisseau spatial vers le royaume de la Terre. Lorsque Kakan se réveille, Zen lui dit qu'il a fait un travail pathétique dans le combat et lui dit de prendre sa nouvelle arme évoluée. Pendant que Kakan va la chercher, Zen réfléchit à ce que le démon chat a dit à propos des fragments d'esprit. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il est curieux de savoir quel est le lien avec l'assassin de leur père. Lorsque Kakan ramasse le bâton, il retrouve sa taille initiale. Il le montre à Zen, qui se contente de rire parce qu'ils ne savent pas comment le faire grossir comme avant. Mais leur moment est interrompu par les 2 célestes de tout à l'heure. Il remarque la fille qui porte un masque de cochon, et celle-ci demande à son compagnon quelles sont les chances que le bâton soit ce qu'il recherche. À travers son écran, il analyse les frères et le petit bâton dans les mains de Kakan, confirmant qu'il s'agit bien de ce qu'il recherche. Il s'approche donc des frères. Zen, bien que gravement blessé par l'explosion précédente, tente de défendre son frère, mais n'y parvient pas. Kakan tente de se présenter, disant qu'ils sont des chasseurs de démons engagés par le chef du village pour éliminer les démons du village. La jeune fille ordonne alors à Kakan de leur donner le bâton qu'il tient. Voyant les intentions des étrangers, Zen dit que s'ils veulent le bâton, ils devront passer par lui. Il attaque rapidement la fille avec son épée, mais elle parvient à l'assommer en le frappant avec son canon. Kakan se précipite vers son frère pour prendre de ses nouvelles, et la fille menace de les abattre s'ils ne lui remettent pas le bâton. Les 2 frères ne sont pas du tout effrayés. Zen commence à se disputer avec la fille, la traitant de tête de cochon, ce qui la met en colère. Mais le jeune homme intervient et met fin à la bagarre. Il dit qu'ils ne veulent blesser personne et utilise un sort de son écran pour soigner les blessures de Zen. Zen se sentant mieux, il demande qui ils sont et pourquoi ils veulent voler le bâton de son frère. La jeune fille explique que le bâton, connu sous le nom de fer de Shenzhen, leur a toujours appartenu. C'était l'arme du dieu de la guerre, Shutian, qui était le guerrier le plus dur parmi les dieux. Les étrangers se présentent comme des messagers célestes du clan des fées. Le garçon s'appelle Chalou et la fille Xiaoba. Les frères lui disent qu'elle est très mignonne et elle rougit. Il demande aux bizarres de leur expliquer ce qui se passe. Chaleur raconte l'histoire de la chute du dieu de la guerre et la légende selon laquelle ils doivent trouver 72 morceaux de son esprit pour déverrouiller le sceau du royaume du vide et libérer les dieux. Le bâton divin est la clé car il peut détecter les fragments d'esprit. Zen pense que cela a un lien avec ce que le démon chat lui a dit et il espère qu'en obtenant ces fragments d'esprit, ils pourront trouver l'assassin de leur père. Il ne veut donc pas que son frère leur donne le bâton. Zen essaie d'en savoir plus sur les plans des étrangers et leur demande comment ils sont sûrs qu'il s'agit du bâton divin. Chat explique que le livre céleste dit que le bâton divin est l'une des armes créées par le dieu de la création. Lorsqu'il s'éveille, il dégage une forte énergie qui peut se répandre dans les 6 royaumes, et c'est ainsi qu'ils l'ont trouvé. Cela surprend Kakan, et Chat dit qu'il n'y a pas que les dieux enfermés dans le royaume du vide, le roi démon W.O. Sun et son armée de démons s'y trouvent aussi. Les disciples du roi démon peuvent également ressentir l'énergie. Zen ne sait toujours pas s'ils peuvent faire confiance à ces gens bizarres, car le monde est chaotique et dangereux. Il leur dit qu'on ne peut plus faire confiance à personne de nos jours. Cela met Xiaoba en colère et elle pointe son arme sur eux, disant qu'ils sont déterminés à prendre le bâton, que Zen les croit ou non. Mais son ami l'arrête. Xiaoba poursuit en disant que s'ils ne parviennent pas à ressusciter le dieu de la guerre et à ouvrir le sceau des dieux, le monde restera plongé dans le chaos. Si les démons s'en emparent les premiers et déclenchent l'armée des démons, c'est la fin du monde. Kakan lui demande si le fait de lui donner le bâton sauvera le monde, et elle lui promet que s'ils trouvent tous les fragments et font revivre le dieu de la guerre, la paix reviendra dans les 6 royaumes. Kakan lui fait donc confiance et lui donne le bâton. Xiaoba transforme son canon en bras, montrant qu'il n'y a plus de menace, et dit que c'est une promesse. Kakan est triste de donner le bâton, qui était le cadeau de leur père.
Mais Hen le rassure en lui disant que son père le soutiendrait dans son choix. Zen pense que renoncer au bâton divin signifie perdre la trace de la dame démoniaque, mais il ne veut pas que son frère soit en danger. Il leur propose d'aller voir le chef du village pour obtenir leur récompense et organiser une fête pour Kakan. Alors qu'il s'apprête à partir, Xiaoba se met en colère car le bâton est faux. Kakan le lui reprend et il redevient un bâton d'or. Cela la surprend, car il se transforme en fer chaque fois qu'elle le tient. Sha explique que le bâton est endormi depuis 100 ans et que seule une personne au cœur pur peut le réveiller. Il semble avoir choisi Kakan comme nouveau propriétaire. La pathétique Xiaoba déclare alors que les frères iront avec eux, car si le bâton choisit un propriétaire, personne d'autre ne peut l'utiliser à moins que le propriétaire original n'ait disparu. Zen est ravi de constater que le destin semble être de leur côté, et c'est ainsi que leur voyage commence avec les deux êtres célestes. Après avoir reçu leur récompense pour avoir sauvé le village, ils montent tous sur un bateau convoqué par Sha, qui stupéfie complètement les frères lorsqu'ils le voient. Sur le bateau, les deux frères festoient et mangent toute la viande qu'on leur donne. Cela rend notre stupide Xiaoba furieuse, car il mange comme s'il n'avait pas mangé depuis des années. Zen la taquine en lui disant qu'il deviendra aussi maigre qu'elle s'il ne mange pas. C'est alors que le système d'alerte du bateau leur signale un obstacle qu'ils doivent éviter. Le vaisseau fait une embardée pour l'éviter et il manque de percuter une femme allongée au milieu du désert. Zen va vérifier, et il voit une femme sur le sol. En s'approchant, il voit qu'elle est très blessée et qu'elle saigne de l'estomac. Il s'apprête à l'emmener sur le bateau, mais Xiaoba ne veut pas d'une inconnue à bord. Zen, en tant que chasseur de démons, ne peut pas laisser une personne blessée derrière lui. Il se demande même si Xiaoba n'est pas jalouse parce que la dame a une plus belle silhouette que lui. Xiaoba reste sans voix et demande à Zen s'il ne trouve pas étrange que la dame soit seule au milieu du désert. Ils se disputent un peu, mais décident finalement d'aider la femme. Plus tard, la femme les remercie pour leur aide, mais Xiaoba lui dit que si elle va bien, elle doit partir. Comme d'habitude, Zen et Xiaoba commencent à se disputer, tandis que Kakan donne un verre d'eau à la femme. Sha lui demande comment elle s'est blessée et elle lui raconte qu'elle a rencontré des bandits la veille et qu'ils ont essayé de l'attaquer. Lorsqu'elle a tenté de s'échapper, ils l'ont poignardée dans l'estomac. Elle s'est cachée jusqu'à ce qu'ils partent, et maintenant elle a peur de les rencontrer à nouveau. Zen s'énerve et veut aller tuer les bandits immédiatement, mais Xiaoba lui rappelle que s'il quitte le bateau, il ne pourra pas revenir, alors il laisse tomber puisque la dame est en sécurité maintenant. La femme demande où ils vont et s'ils peuvent l'emmener au canyon noir. Zen répond que c'est une grande coïncidence, car ils y vont pour chercher les fragments spirituels du dieu de la guerre. Elle ne comprend pas bien, alors Kakan lui explique qu'ils sont à la recherche de ces fragments, bien qu'ils ne sachent pas exactement à quoi ils ressemblent. Il lui montre le bâton divin et lui raconte comment il a détecté un fragment dans le canyon sombre. Cela l'intéresse, mais Xiaoba saisit rapidement les mains de Kakan, lui disant de cacher le bâton à la femme parce que ce n'est pas son affaire. Sha dit ensuite qu'il est tard et qu'il devrait se reposer et se rendre au canyon noir dans la matinée. Après le départ des êtres célestes, Zen demande son nom à la femme, qui lui répond qu'il s'agit de Ziying. Plus tard, les deux frères et Ziying dorment dans la même pièce. Elle se réveille et tente de saisir le bâton au cou de Kakan à l'aide d'un anneau en forme de toile, mais celle-ci tombe sur les cheveux de Kakan. Il brosse la toile et celle-ci atterrit sur Zen, qui sourit mais ne se réveille pas. Ziying s'alarme et se demande quel genre de rêve ils sont en train de faire. Avant qu'elle ne puisse réessayer, la porte s'ouvre et elle fait semblant de dormir lorsque Sha entre. Le lendemain matin, Zen et Kakan sortent de leur chambre. Zen est tout excité à l'idée d'avoir fait un rêve dans lequel il combattait des monstres, mais Xiaoba lui crie de se taire. C'est alors qu'ils ont remarqué que leur nouvelle amie Ziying n'était pas avec eux. Zen lui demande où elle est, et Sha lui répond qu'elle n'était pas là quand ils se sont réveillés. Zen craint qu'elle ne tombe à nouveau sur les bandits et pense qu'il aurait dû l'accompagner. Kakan a eu encore plus peur car il s'est rendu compte qu'il n'avait pas son bâton divin. Pendant ce temps, Ziying s'était enfoncée dans une forêt qui menait au canyon noir. Elle s'est retrouvée dans une grotte entourée de 2 démons et de quelques bandits. Sur un trône au bout de quelques marches, le chef des démons était assis avec son bras droit, un démon lui aussi. Au-dessus d'eux, Ziyan, la sœur de Ziying, était suspendue au plafond, et il semblait que les démons l'avaient kidnappée. Le second démon a saisi le visage de sa sœur et lui a dit que les messagers célestes avaient trouvé le bâton divin et qu'ils arrivaient. Ils avaient besoin de Ziying, qui est la meilleure voleuse du monde, pour voler le bâton divin aux célestes. La sœur de Ziying l'a supplié de ne pas le faire, mais Ying pensait que le bâton n'était peut-être qu'une légende car personne ne l'avait trouvé depuis 100 ans. Le chef des démons la corrigea et lui montra un fragment d'esprit du dieu de la guerre, qui avait détecté l'éveil du bâton. Il a fait flotter des rochers et trembler la grotte pour montrer la puissance du fragment d'esprit. Il a dit que le bâton divin était l'arme la plus puissante qui soit et que s'il l'obtenait avec le fragment d'esprit, il dominerait tous les démons. Ziying fut effrayée par ce pouvoir et par ce qui arriverait si elle lui désobéissait.
Elle demanda s'il les libérerait, elle et sa sœur, lorsqu'ils obtiendraient le bâton. Le chef s'est contenté de rire en promettant de lui rendre sa sœur une fois qu'il aurait le bâton. Ziyan l'a supplié de ne pas le faire et lui a rappelé sa promesse de ne plus jamais voler. Cela a fait réfléchir Ziying, mais le démon à côté de sa sœur a dit qu'il lui ferait du mal si elle ne partait pas. Cela a mis Ziying en colère et elle a dit au chef qu'elle lui apporterait le bâton, même si cela signifiait qu'elle devrait se battre. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.